débattre autour des enjeux de ce trafic de drogue et de stupéfiants pour le Maroc et les risques et les dangers que cela représente pour le pays et pour toute la région. Quelle stratégie adopter pour y faire face? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités qui sont en notre compagnie ce soir. Notre plaisir d'accueillir d'abord Hassan Qassimi, analyste expert dans les questions sécuritaires et stratégiques, notre consultant Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant, et depuis Paris nous a rejoint Gamal Abina, analyste politique. Merci donc messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, l'affaire concerne la découverte d'un tunnel reliant le territoire marocain à la région de Bab el Assa, wilaya de Tlemcen, une infrastructure secrète qui aurait servi de voie pour les réseaux de contrebande et de trafic de drogue, selon des informations qui ont été révélées en début de semaine par la télévision algérienne qui cite des sources bien informées, preuve en images dans ce sujet, signée Raouf Hamouche. Principal producteur de cannabis, le Marzin se confirme comme de jour en jour comme véritable plaque tournante du trafic mondial de drogue. Des sources bien informées ont révélé des informations préoccupantes faisant état de la découverte d'un tunnel secret s'étendant depuis le sol marocain jusqu'à la zone frontalière de Bab el Assa, dans la wilaya de Tlemcen. Ce tunnel serait utilisé par des réseaux de trafic organisé de drogue et de substances illicites en provenance du Maroc. Selon ces mêmes sources, ce tunnel, découvert à une profondeur considérable sous terre, aurait été exploité récemment pour faire transiter d'importantes quantités de kiff traité, une substance souvent perçue comme une arme utilisée par le Marzin pour déstabiliser l'Algérie. Ces éléments confirment l'existence d'une infrastructure clandestine soutenue par des réseaux criminels marocains avec la complicité implicite ou directe des services du Marzin. Dans ce contexte, l'Algérie continue de renforcer son niveau d'alerte le long de sa frontière avec le Maroc, devenue une zone de grande insécurité en raison des agissements de Rabat, marqués par une intensification du trafic de drogue dure et douce, des tentatives d'infiltration ainsi que des provocations répétées. Voilà, donc on l'a vu à travers ces images retransmises, un tunnel profondément construit pour transporter drogue et stupéfiants du Maroc à l'Algérie. Tous les moyens sont bons pour les trafiquants de drogue afin de faire prospérer leur business et surtout aboutir à leurs objectifs insidieux visant l'Algérie. Hassan Qassimi. Oui, effectivement, les réseaux de criminalité transnationale qui sont installés tout autour de nos frontières et particulièrement ceux qui sont installés aux frontières de l'Ouest et la découverte par les services cette information qui a été donnée dernièrement concernant la découverte de ce tunnel n'est pas quelque chose de surprenant parce que vous devez savoir qu'au niveau des frontières, les réseaux de criminalité usent de mille et un artifices pour pouvoir un peu contourner et détourner la vigilance des services opérationnels. Et là, pour ceux qui sont avertis, savent très bien quand les frontières sur le plan matériel et sur terre sont fermées, il y a des tentatives d'essayer de passer sous terre. Et cela, on l'a vu, pas uniquement au niveau dernièrement de Bab el Assa, mais on l'a vu aussi dans beaucoup d'ailleurs de pays. C'est des exemples que nous avons effectivement pu constater et relever. Et là, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que cette découverte peut être mise sur le compte de la vigilance des services opérationnels, du ministère de la Défense et aussi des dispositifs de contrôle qui sont mis sur place qui permettent de surveiller et bien sûr de riposter à toute tentative d'intrusion sur le territoire national pour la simple raison que nous assistons ces derniers temps à une pression très forte de toute cette criminalité qui cherche à se redéployer sur le territoire national, bien sûr en essayant d'introduire un certain nombre de marchandises qui sont illicites, drogue, cocaïne, armes, ainsi que d'autres activités qui sont illicites, qui se développent aussi au niveau de ces localités frontalières, contrebande, qui s'attaquent directement à notre économie nationale. On va revenir sur les différentes substances qu'on souhaite introduire en Algérie et dans d'autres pays de la région. Kamal Mansari, les preuves sont là. L'Algérie est
on va dire, insidieusement visé par le Maroc à travers un plan, à travers la drogue, à travers le trafic de drogue. Oui, pas que la drogue dans toutes ses diverses. Il y a plusieurs types de drogues qui essayent de rentrer en Algérie. Donc on n'a pas simplement le cannabis, on a le cocaïne, on a les psychotropes, donc il y a toute une série. Il faut savoir qu'au Maroc, c'est 73 000 hectares de cannabis qui sont cultivés dans la région du Rif et ailleurs. Oui. Donc nous sommes face à une réelle industrie qui s'attaque non seulement à l'Algérie, mais d'autres pays européens qui sont aujourd'hui agacés et vraiment fatigués par le volume de drogue qui arrive dans les villes européennes et algériennes. Donc on est face à une menace qui touche de nombreux pays, l'Algérie en particulier, de par la géographie. Et lorsqu'on parle de tunnels, aujourd'hui, les trafiquants de drogue au Maroc innovent en matière de trafic, d'infiltration, de tentative d'envoi des marchandises. Aujourd'hui, auparavant, on utilisait les moyens classiques qui étaient de l'émuler, mais auparavant, puis il y avait ce qu'on appelle les porteurs de cabas. Aujourd'hui, c'est aussi les tunnels, mais aussi ils ont innové, ils sont arrivés jusqu'à utiliser des drones et des aéronefs. Il n'y a même pas 3 jours, la police portugaise a intercepté toute une cargaison qui arrivait du Maroc via l'Espagne jusqu'aux frontières portugaises à travers des drones. On voit un petit peu l'investissement qui est effectué quand on recourt à ce genre de technologie et de moyens. On est face à un pays qui veut par tous les moyens envahir ou empoisonner l'Algérie ou d'autres pays parce que cette industrie fait partie de sa politique. Il faut comprendre que le Maroc utilise la drogue aussi comme un moyen de chantage et de pression contre les États. Donc on nous met dans une situation de défense permanente contre ce fléau pour ne pas avoir à être... C'est-à-dire il veut éprouver, fatiguer les forces de sécurité derrière ce genre de trafic. Donc ce n'est pas simplement une tentative de déstabiliser le pays, mais d'arriver à vraiment, disons-le, faire en sorte à ce que les forces de sécurité de tous les pays européens qui sont ciblés, d'être constamment sur le qui-vive. Et quand on est constamment sur le qui-vive, c'est-à-dire on mobilise les moyens, on mobilise les hommes, on mobilise les forces humaines et tout. Donc c'est éprouvant pour ces pays-là, mais bien évidemment, donc la vigilance est de mise pour qu'on puisse comprendre le degré de ténacité de ce régime à faire du mal aux autres par ce genre de commerce illicite qui est combattu. On voit aujourd'hui, quand on voit les publications faites par l'Institut néerlandais de lutte contre le Transnational Institute, c'est un groupe de réflexion néerlandais qui dit aujourd'hui, dans le rapport de 2024, que l'industrie de cocaïne et de la drogue a généré 320 milliards de dollars pour les caisses des trafiquants au Maroc. Et lorsqu'on parle de trafiquants au Maroc, on développera ça monte jusqu'aux hautes autorités du pays qui sont impliquées, parce qu'il y a énormément de procès dans lesquels étaient impliqués de hauts responsables marocains dans le trafic. Je ne sais pas si Gamal Abina est avec nous pour compléter ce que vient de dire Kamal Mansari sur les raisons derrière ces stratégies. Pourquoi attaque-t-on justement l'Algérie via le trafic de drogue? C'est un peu vouloir... on va dire, déstabiliser le cœur de la société algérienne en visant sa jeunesse. Vous savez, si on doit un peu expliquer un peu ce schéma qui est en train de se développer tout autour d'ailleurs assez dangereux, préoccupant, qui menace notre stabilité, notre intégrité, notre sécurité, si on doit expliquer tout ce schéma qui est en train de se développer, il faut revenir à l'histoire. Vous savez, dans l'histoire, il faudrait dire que le trafic de drogue n'a pas été le produit des réseaux de criminalité, mais il a été le produit inventé par des États coloniaux. C'est les États coloniaux qui ont inventé le trafic de drogue et qui l'ont utilisé, bien sûr, pour des objectifs subversifs en Afghanistan, en Asie, la Chine, l'Inde, et on peut citer encore beaucoup de pays. Et là, pour revenir au Maroc, il faut expliquer qu'au Maroc, il y a eu une évolution assez importante. Il faut donner une date assez précise. Avant 1960, c'était la culture du kiff.
du cuivre à un niveau artisanal, traditionnel. C'était le cannabis qui était séché, broyé, puis utilisé pour être fumé. Et là, vous devez savoir que c'est à partir de 1970-74 que la famille royale a fait évoluer l'exploitation et la commercialisation à un niveau industriel et commercial, et on est passé du cannabis vers le hashish. Et là, c'est la famille royale et les dignitaires politiques, militaires marocains qui sont à l'origine de cette évolution très dangereuse, criminelle. Sur ce point, Hassan Qassimi, on va donner la parole à Gamal Abina qui est avec nous depuis Paris. Gamal, bonsoir. On a parlé donc du kiff traité que les trafiquants tentent de faire passer, d'introduire dans les différents pays de la région. Les chiffres de l'ONU l'attestent, 90% du hashish consommé dans certains pays européens, tels que la France ou l'Espagne, provient du nord du Maroc. Hassan Qassimi l'a dit, donc ça émane d'un héritage, on va dire, historique de ce pays, mais c'est aussi l'histoire d'une stratégie politique adoptée par les autorités marocaines. Tout à fait, il y a deux éléments qu'il faut retenir. D'un premier élément, effectivement, dans les États qui laissent le trafic se mettre en place, on peut parfois parler de narcotrafiquants, effectivement, ou de narco-État. Mais surtout, c'est une façon, c'était l'époque de Hassan II, de gérer les difficultés marocaines à partir de la région du Nord, parce que le Nord est une région abandonnée, c'est la région du Rif. Et donc ce Rif a été de loin non seulement abandonné mais même martyrisé, puisqu'il y a eu les années 20, quand de 20 à 26 Abdelkrim Khattabi libère territoire, il est bombardé par les Espagnols, les Français avec Pétain, il y a un massacre de masse, 200 000 morts par les gaz de combat, et donc effectivement les Rifains se retrouvent dans une situation difficile. C'est un pays qui est abandonné, très rocailleux, l'agriculture est difficile, et en 58 à nouveau Hassan II va les bombarder, donc il y aura 20 000 morts, donc c'est une région qui va souvent subir les foudres du pouvoir central. Et ils se sont dit, à tout prendre, laissons-les cultiver ces drogues, ces champs de drogue. D'abord parce que c'est une région pauvre, et ensuite et surtout parce que c'est un moyen de pression, effectivement, vous l'avez dit, par rapport aux États limitrophes. Alors, l'invasion de cette drogue sur les frontières, évidemment, est assez claire, mais pas seulement. Et vous l'avez dit, en Espagne, en Europe en général, en France, tous les pays méditerranéens se retrouvent inondés de cette drogue, que l'on appelle d'ailleurs de façon un peu abusive de la drogue douce, ce qui est quand même très très douteux, mais simplement de dire qu'aujourd'hui, l'idée que le Maroc soit un peu une forme de Mexique ou d'Amérique du Sud par rapport à l'Europe n'est pas une idée qui est fausse. Une partie de la richesse marocaine provient effectivement de cette production illégale, parce qu'on parle d'illégalité. Ça permet de calmer les tensions dans le Rif, ça permet de garantir un peu de revenus, et ça permet aussi d'être un moyen de pression quelque part, parce qu'il faut gérer cette criminalité. L'autre aspect, et pas des moindres, effectivement, c'est l'inimitié évidente entre l'Algérie et le Maroc. Donc, inonder le marché algérien de drogue, c'est pas un problème. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, et c'est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de légaliser cette drogue en faisant des champs de culture qui ont un caractère légal pour faire du cannabis thérapeutique. Donc ça, c'est une façon détournée de maintenir ce principe de la culture de la drogue dans la région. Il faut le déplorer parce que je préférais voir les paysans rifains travailler sur l'agriculture saine plutôt que cette horreur. Mais malheureusement, l'agriculture saine coûte cher. Il y a peu d'eau dans la région. Le meilleur moyen de faire de l'argent dans une production qui reste quand même très artisanale, c'est de passer par la drogue. Alors, vous l'avez dit, cette stratégie, cette politique de culture tolérée et même légitimée dans la région du Rif marocain Kamal Mansari, il y a derrière des enjeux politiques. Parmi elles, Gamal Abina a parlé de certains de ces enjeux. Il y a aussi une volonté peut-être de domestiquer la population de cette région quand on sait qu'elle est hostile à la monarchie. Oui, c'est une stratégie qui était déjà adoptée par les Européens en Chine. On leur a rapporté l'opium, donc c'était ça par lequel on pouvait amadouer ou domestiquer, sinon dompter les populations. Ça, c'est un petit peu une stratégie qui est adoptée par les pays dans le sens donc ils n'ont pas de solution économique. Bien évidemment, quand on vous avait parlé du Rif, le Rif est une région très rocailleuse, bien évidemment, et la culture du cannabis ne réclame pas beaucoup d'eau. C'est un pays qui souffre de sécheresse. Donc la culture traditionnelle, tant qu'on est toutes les autres cultures, qu'elles soient maraîchères ou industrielles, ça prend de l'argent, il faut payer les gens. Donc, mais là, on est dans un fort de trafic, donc c'est un petit peu, les autorités marocaines laissent, c'est-à-dire ces paysans-là, cultiver du cannabis. Mais attention,
il y a une implication aussi des hauts responsables marocains. On se rappelle l'affaire de l'ancien directeur de la DST marocaine, Abdelhakim Mizou, qui a été vraiment impliqué dans des affaires. On a trouvé, il y a eu beaucoup d'autres hauts responsables de la sécurité, de la gendarmerie royale. Les informations là ont été, c'est des procès qui sont passés au Maroc, parce qu'il faut à un moment donné, il y a des réseaux qui se changent, donc on sacrifie un réseau lorsqu'il est devient trop visible et trop apparent, ou qu'on en parle trop de lui, donc on le sacrifie. Il y a eu aussi l'affaire des deux hauts responsables du PAM, le parti de l'authenticité et de la modernité, qui est proche du palais royal. Ces deux responsables-là ont été arrêtés alors qu'ils avaient tenté d'acheminer 200 tonnes de cannabis vers l'Algérie. Donc nous sommes face à une industrie qui existe, mais qui est chapeautée, protégée par des nababs et des hauts responsables marocains. Oui. Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas simplement une industrie par laquelle profite le petit. Donc, il ne faut pas croire qu'il s'agit de petits gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou du travail, qui le font par nécessité ou parce qu'ils n'ont pas un autre moyen. Mais c'est une industrie qui est protégée au plus haut niveau. Lorsqu'on voit que des directeurs de la DST, des colonels, des lieutenants-colonels de l'armée marocaine, des forces auxiliaires marocaines sont impliqués dans ce trafic, on voit qu'il y a une véritable stratégie. Bien évidemment, les petits, les gros nababs et les narcotrafiquants, comme l'Escobar du Sahara qui a été arrêté l'année dernière. On va y revenir, donc ce type-là est au sommet de l'État marocain. Donc il y a ceux qui le cultivent, qui les protègent et qui font en sorte à ce que ce trafic se maintienne, se nourrisse de la main-d'œuvre et de l'argent, que ce soit de l'argent des Européens, des Marocains ou des autres pays. Et c'est cela le danger. Lorsque le trafic est au plus haut niveau de l'État, donc on voit que c'est une stratégie, non seulement à l'intérieur du pays, mais qui cible d'autres pays. Parce que où se trouve l'argent? Il se trouve dans les pays où il y a des populations qui peuvent l'acheter ou qui peuvent le consommer. Lorsqu'ils ne peuvent pas le consommer, parce qu'on sait très bien qu'en Espagne, il y a des provinces qui l'ont légalisé, le cannabis est devenu légal, donc on en vend à grande quantité. Mais lorsqu'il s'agit de pays comme l'Algérie, parce que l'Algérie c'est autre chose, donc c'est une autre dimension, c'est un pays que les Marocains regardent comme une cible, donc l'inonder de psychotropes et de cannabis et d'autres comme la cocaïne, ça fait partie de la bataille, ça fait rentrer de l'argent en même temps, mais ça fait partie de la bataille stratégique choisie par le Maroc pour nuire à l'Algérie. C'est en fait tout un système, in fine, qui est façonné et qui implique du simple citoyen aux plus hautes autorités du pays. Avant de parler justement des affaires qui sont en cours et qu'on retrouve à travers en Europe et à travers dans plusieurs pays, il serait utile peut-être de revenir sur le type de stupéfiants, ces drogues dures parfois qui sont aujourd'hui qu'on tente aujourd'hui d'acheminer à travers plusieurs routes. Il y a les routes traditionnelles, Hassan Qassimi, et il y a aussi de nouvelles routes, si j'ai bien compris. Vous savez que le cannabis, puis après le hashish, a toujours été considéré comme une drogue dure de 1961 à 1920. À 1920, pourquoi à 2020. À 2020, pourquoi à 2020? Parce qu'en 2020, il y a eu une résolution des Nations Unies, c'est l'autorité des Nations Unies sur le trafic de drogue, qui a pris une résolution. Et il faut revenir à cette résolution du 2 décembre 2020 et qui a déclassifié le cannabis d'une drogue devant être soumise à un contrôle strict, d'une drogue dure, vers un autre chapitre où on reconnaît bien sûr, on reconnaît au cannabis des propriétés thérapeutiques. Et là, vous devez savoir que au niveau de ce vote, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Je vais vous essayer de vous donner le vote qui s'est déroulé ce jour-là. Il y a eu 27 voix pour et 25 voix contre. Une abstention. Cela veut dire que la déclassification du hashish, du cannabis, comme d'une drogue dure vers une drogue qui peut avoir un usage thérapeutique, c'est joué sur une voie au niveau de l'autorité des Nations Unies, ce bureau de la drogue des Nations Unies. Donc, vous voyez que
vous pouvez imaginer ce qui s'est passé sous la table pour pouvoir un peu renverser toute cette tendance. Pendant 70 ans, on a considéré le hashish comme étant une drogue dure, et en quelques heures, avec des voix étriquées qui se sont jouées avec une seule voix, on est arrivé à déclassifier. C'est à partir de 2021 que les Marocains, juste après, c'est-à-dire une année après, les Marocains ont pris une loi reconnaissant, c'est en quelque sorte la légalisation de l'exploitation et de la consommation de la drogue au Maroc à un usage thérapeutique. Vous voyez à peu près comment a évolué, bien, sous la contrainte, avec des forceps, et on a réussi à déclasser une drogue dure vers une drogue thérapeutique, c'est-à-dire une drogue qu'on peut légaliser au niveau de plusieurs pays sur le plan mondial. Et cette évolution qui continue actuellement, malheureusement, mais quand on doit revenir à la composition chimique du hashish, le hashish est une substance, contient des substances qui sont très dangereuses, qui sont très nocives. Vous devez savoir que dans le hashish, il y a 13 composants qui sont nocifs à la santé humaine, qui détruisent non seulement le cerveau, pas uniquement, il y a des adjuvants, des compléments. Vous avez des métaux lourds, vous avez du plastique, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont introduits pour rendre le hashish plus lourd, pour avoir plus de revenus. Et malheureusement, ce sont des substances qui sont très dangereuses pour la santé humaine. Vous devez savoir que dans le monde, nous avons, je vais vous donner un chiffre, dans le monde, nous avons l'équivalent de 300 millions de personnes qui souffrent de maladies de schizophrénie. Et sur les 300 millions, vous avez 80% de ces personnes qui ont une addiction au hashish. Donc vous voyez à peu près la relation entre la maladie mentale et la consommation de manière régulière du hashish, et ce qui explique un peu que le vote qui s'est fait au niveau de ce bureau des Nations Unies en 2020 est un vote scandaleux. Scandaleux dans la mesure... Les routes prises par les trafiquants, justement. Pour les routes, vous devez savoir qu'il y a plusieurs routes. D'abord, la route vers l'Europe, il y a une seule route qui est connue, c'est la route la plus importante, c'est la route qui passe par l'Espagne. Puis vous avez une deuxième route pour aller vers, bien sûr, pour traverser le Maghreb, aller vers le Moyen-Orient et l'Asie, c'était la route de l'Algérie. Mais l'Algérie a pris des dispositions où pratiquement les frontières sont de plus en plus hermétiques. Il est très difficile de faire entrer des quantités importantes sur le territoire national pour aller vers le Moyen-Orient ou l'Asie. Et là, il y a de nouvelles routes qui se sont développées et qui passent par le Sahel. Oui. Et vous devez savoir qu'actuellement, le Maroc utilise des centaines de camions de transport de marchandises qui traversent pratiquement un certain nombre de pays qui passent par le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Libye, pour aller vers le Tchad, le Soudan. Et au niveau du Soudan, toute la marchandise, tous ces camions maquillés en transport de marchandises et qui contiennent en réalité du hashish, arrivent au niveau d'un port au niveau de l'océan Indien, et là vous avez des agents, des négociants israéliens qui récupèrent la marchandise, et c'est un troc, il faut le dire. Nous sommes en présence d'un troc où pratiquement ces négociants israéliens récupèrent du hashish et donnent en contrepartie des armes. Les armes qui reviennent dans des transports de marchandises marocains passent par le même circuit, c'est le retour, les pays que j'avais cités tout à l'heure, et en cours de route, ce sont toutes ces armes qui sont revendues par le Maroc aux groupes armés, aux djihadistes et aux trafiquants de toutes sortes qui sévissent dans le Sahel. Et vous devez savoir une chose, que dans le Sahel et les pays de l'Afrique occidentale, c'est devenu le point de transit et le point de passage de la cocaïne qui vient de l'Amérique du Sud. Elle passe par le golfe de Guinée, elle remonte par le Burkina Faso, le Mali, traverse tout le Sahel, le Maroc, et bien sûr, et vous avez vu les quantités industrielles impressionnantes qui sont saisies au niveau des frontières algériennes ou sur le territoire national, les quantités de cocaïne, c'est quelque chose qui est nouveau. Et là, vous avez une nouvelle industrie de la cocaïne qui se redéploie de l'Amérique latine dans le Sahel, qui devient le refuge d'une criminalité transnationale qui se redéploie et qui menace la sécurité des États et leur stabilité. Vous devez savoir que derrière tout ce trafic de drogue,
de cocaïne et de psychotropes, c'est un revenu qui, à peu près, représente le trafic de migrants et traite des personnes, parce qu'on est aussi dans la même criminalité, et ce sont généralement les mêmes groupes qui actifs dans toutes ces filières. C'est un revenu de 4 à 5 milliards de dollars par an. C'est un budget qui est plus important que celui de beaucoup d'États en Afrique. Donc vous devez savoir que l'Algérie est en train de faire face actuellement à des organisations transnationales criminelles d'un budget colossal de 5 milliards de dollars qui s'attaquent frontalement à la sécurité, à l'intégrité, à la stabilité de l'Algérie. Donc, ce sont des problématiques nouvelles qui se posent et qui nécessitent bien sûr, bien sûr de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions sur lesquelles nous intervenons tout à l'heure, si vous voulez. Donc, on l'a compris, le Maroc devient un véritable hub du trafic de drogue et toute forme de criminalité. Gamal Abina, Hassan Qassimi l'a dit, le phénomène prend aujourd'hui de nouvelles dimensions. Oui, tout à fait. La problématique marocaine, c'est que c'est un pays pauvre. On a tendance à l'oublier. C'est un pays qui dépend beaucoup de son agriculture, qui est en berne, puisque malheureusement, il y a des sécheresses endémiques. Et c'est un pays surtout qui a de mauvaises habitudes, effectivement. Les trafiquants tout genre, particulièrement dans le Nord, étaient autorisés quasiment, puisqu'il fallait gérer les difficultés sociales, les tensions, la rupture avec le pouvoir central. Et l'autre aspect, c'est que ça fait quand même vivre, on estime, entre 90 000 et 140 000 personnes, ce qui n'est pas rien dans le Rif. La plupart des Rifins ont pris le chemin de l'Europe parce qu'il n'y avait pas de travail, parce que c'était la misère. Donc ils ont alimenté les usines dans le nord de la France, surtout l'extraction minière d'ailleurs, c'est beaucoup dans ce secteur d'activité qu'ils étaient mis. Donc c'est quand même des métiers difficiles aussi. Et puis ils étaient abandonnés. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1999 avec Hassan II, le Rif n'existe pas. Hein. C'est vraiment un territoire qui est banni. Parce que 3 fois des révoltes, ça il n'a pas supporté. Et donc aujourd'hui, on a effectivement un système assez dangereux dans la mesure où le mélange de genres, trafic de drogue, trafic d'armes, avec quantité, évidemment, ça a été dit, et l'alimentation, effectivement, des guérillas, c'est très classique. Tout cela est explosif. Tout cela peut conduire à des déstabilisations régionales importantes. On voit les difficultés qu'a la DEA aux États-Unis à en finir avec la drogue. Ils y vont quasiment avec des organisations presque militaires pour frapper les dealers et les trafiquants. Au Sahel, c'est encore plus compliqué, puisqu'il n'y a quasiment aucune organisation qui est en mesure de stopper ces trafics, que tout le monde y passe quand il veut, que n'importe quel type de trafic est autorisé, et qu'effectivement, à la faveur de rapprochements politiques qu'on a observé ces derniers mois, eh bien, on se rend bien compte que ça facilite grandement le trafic, en l'occurrence. Donc c'est vrai que le blocage de la frontière algérienne n'a pas facilité les choses pour ces trafiquants. L'ouverture vers le sud est intéressante, évidemment, et puis le nord, effectivement, l'Espagne est à 30 km, vous la voyez à Tanger à vue d'œil, c'est très facile d'y accéder, il suffit d'avoir quelques embarcations rapides et vous apportez votre cargaison. Et l'autre aspect dangereux dans le trafic de drogue en général, je veux dire pas particulièrement le Maroc, c'est qu'on peut facilement acheter les policiers aux frontières, on peut facilement acheter ceux qui sont chargés justement de lutter contre la drogue. Donc quand on achète tout un système avec beaucoup d'argent, c'est les sommes faramineuses qui sont dégagées par le trafic de drogue, ça va très vite. L'autre aspect aussi que je voulais souligner, ça a été dit à l'instant, c'est la question des drogues dures et douces. Moi j'ai toujours été gêné par ces termes, parce que la douceur d'une drogue, c'est pas parce qu'elle vous tue au ralenti qu'elle est douce. Ça, c'est une plaisanterie. Je vous donnerai un exemple. Par exemple. Oui, parce que ça crée des zombies, ça détruit littéralement le cerveau, les neurones, ça a des effets considérables sur la mémoire. On sait que beaucoup de gens que j'ai connus, moi, quand j'étais jeune, qui se droguaient, aujourd'hui sont quasiment des épaves, on les appelle les zombies, hein, c'est pas par hasard, dans la banlieue parisienne, je veux dire. Et donc, simplement pour expliquer que les drogues dures et douces, pour prendre l'exemple des drogues de synthèse qui ont été inventées par les Allemands, dont la pervitine, qui était une drogue légale. La légalisation de la drogue pose problème de ce point de vue-là, parce que la pervitine, drogue légale, était mise dans le chocolat des Allemands. Et après, elle a été utilisée pour faire la guerre parce qu'elle garantissait non seulement une illusion du bonheur, ils avaient l'impression d'être heureux, et surtout la possibilité de rester éveillé pendant 2 jours et 2 nuits consécutives, ce qui a expliqué leur victoire contre la France. Eh bien ça, c'est une drogue qui était interdite après. Pourquoi? Parce que c'est une drogue de synthèse qui, une fois que vous l'en retirez à la personne, la rend folle littéralement. Il y a un manque violent qu'on peut observer, et le petit subterfuge qui a été fait à l'ONU, effectivement, chez les Marocains, c'est ces fameuses drogues soi-disant médicinales, donc qu'on utiliserait pour des raisons thérapeutiques. Ouais. Alors on sait qu'à l'hôpital, par exemple, contre les douleurs violentes, on utilise effectivement une drogue qui va faire passer, qu'on va utiliser comme un antalgique, qui fera passer les plus violentes douleurs. Et la morphine est utilisée pour cela, mais la morphine est dévastatrice. Beaucoup se droguent à la morphine, on voit le résultat aux États-Unis par exemple. Donc faire très attention avec ces sémantiques de dire il y a des drogues dures, des drogues douces, car quand l'ONU a voté cela, 1 an après, le Maroc légalisé, en 2021. Et ça, c'est inquiétant.
Alors les drogues de synthèse qui sont fabriquées par les Marocains aujourd'hui, Kamal Mensari. Oui, mais il faut revenir. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par 2 chercheuses marocaines à l'université Mohamed V de Rabat, Leila Swifi et Zineb Zerrouk, qui sont 2 éminentes chercheuses à l'université, sont revenues sur cette histoire de drogues qui sont à caractère médicinal, non, thérapeutique. Thérapeutique, donc on voit médical. l'impact qui a eu lieu. Donc l'étude a été faite de partir de 2021 jusqu'à l'année 2024 pour voir l'évolution, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette politique envisagée qui a été prise par les autorités marocaines. En réalité, ils ont découvert que l'addiction, parce que l'étude était basée sur l'addiction, donc l'addiction s'est intensifiée, qu'il y a énormément de gens. On voit, il y a une courbe qui est présentée par ces 2 chercheuses à partir de 2021, sans monter de 30% jusqu'à atteindre 90%. C'est-à-dire que la thérapie, en réalité, a été vraiment un subterfuge et une façon de mettre encore les Marocains sous drogue, c'est-à-dire les maintenir dans un état vraiment à chaque fois, dans un état hallucinogène. Donc ce n'était pas faire croire qu'il s'agissait d'une solution pour aider les gens à mieux guérir ou à dépasser surtout pour les traitements de psychiatrie. Donc on voit un petit peu que en réalité c'était une affaire de business, une affaire de commerce. Pourquoi? Parce qu'en réalité cette politique a conduit à quoi? À plus de dépendance à l'égard de la drogue et plus de violence au sein de la société marocaine, où on voit la criminalité qui a augmenté en parallèle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une politique, c'est-à-dire pour mieux contrôler, pour mieux vendre, il faut légaliser. Ce n'est pas justement pour aider les populations, mais pour mieux vendre et gagner plus et avoir plus de bénéfices. On parle de 5 milliards, mais en réalité, c'est des milliards de dollars. Justement, l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et la criminalité a donné des chiffres hallucinants, vraiment hallucinants, en parlant du pays du Sahel. C'est-à-dire qu'en 2024, il y a 1100 tonnes de cannabis qui ont transité, qui sont été produits justement et qui sont arrivés dans ces pays du Sahel. Donc on voit pourquoi les pays du Sahel. C'est vrai que c'est un no man's land, la sécurité est vraiment fragile, donc ces pays-là sont vulnérables à toutes sortes de trafics, les armes, trafic humain, donc la drogue fait partie. Et on a découvert qu'il y a une connexion, une conjonction entre les groupes terroristes et les groupes mafieux, donc les narcotrafiquants. Donc cette conjonction-là fait en sorte à ce que ces drogues, cette quantité qui sont arrivées à partir du Maroc, selon l'ONUDC, donc c'est vraiment une volonté aussi non seulement de noircir ou bien d'inonder ces pays-là de drogue ou de les déstabiliser, mais de maintenir eux aussi dans une sorte de dépendance à l'égard du marché marocain. Et en plus de ça, le Maroc qui était exportateur de drogue est aussi un importateur de drogue. Il sert à d'autres narcotrafiquants à partir de la Colombie. On voit la cocaïne qui arrive aujourd'hui au Maroc. Ce sont des chiffres énormes, non seulement sur le plan commercial, où ce sont les quantités qui ont été arraisonnées ou saisies, mais il y a des quantités énormes dont on ne connaît pas le nombre. D'ailleurs, ici en Algérie, il y a eu un débat au sein des instituts, dans des séminaires, où on dit que ce que l'armée algérienne saisit est énorme, mais ce qui n'a pas été saisi, c'est-à-dire le marché au Maroc est 10 fois supérieur à ce qu'on saisit aujourd'hui. Parce que quand on saisit une drogue, on la saisit parce qu'il y a des enquêtes, il y a des moyens qui ont été mis pour mettre fin ou pour contrecarrer ce trafic ou ces quantités qui entrent en Algérie. Mais en même temps, ces quantités-là qui partent ailleurs parce qu'ils n'arrivent pas à entrer en Algérie doivent aussi être comptabilisées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les États sont en train de presser, notamment l'Union européenne, se sont très pressés, l'ONU presser le Maroc, faire des pressions pour qu'il cesse d'être le pourvoyeur en drogue des pays européens ou des pays du Sahel. Alors ce qu'il faut retenir peut-être, Kamal Mensari, c'est en fait un marché quand même juteux, c'est devenu très stratégique et même vital pour le Maroc, pour la survie justement du Marzen. Qu'est-ce que cela représente en chiffres, Hassan Qassimi? Pour l'économie marocaine, c'est devenu même une économie parallèle. Il y a juste 2 chiffres que je vous donne. Je vous ai cité un qui est celui pour l'Union européenne, c'est 320 milliards de dollars en 2024. Et l'ONUDC, c'est-à-dire l'Office de l'ONU, parle de 400 milliards en moyenne par an. C'est énorme, c'est-à-dire
Mais est-ce que cet argent-là rentre dans les caisses marocaines? Hassan Qassimi, c'est important. Je crois que si. Vous dire, pour ce qui concerne des chiffres, vous devez savoir que nous sommes en présence d'un commerce informel, d'une économie souterraine que même les organisations internationales n'arrivent pas à cerner de manière assez précise. Nous sommes en présence de chiffres qui sont assez sur ce trafic mondial ou régional. Donc, le plus important, c'est que le commerce du hashish au Maroc a réussi à déclasser le commerce de l'opium sur le plan international. Nous avons le commerce de la cocaïne qui est le plus juteux, puis vient après le commerce du hashish. Et vous avez une troisième substance qui arrive sur le marché international, ce sont les drogues de synthèse. Je vais vous expliquer. Oui. En 2021, quand les Marocains ont pris la loi sur l'utilisation de la drogue à usage thérapeutique, ça leur a permis d'ouvrir des laboratoires pour se lancer dans l'industrie des psychotropes élaborés, fabriqués à partir du hashish. Et ce sont encore des substances qui sont très nocives, très dangereuses, qui sont commercialisées de manière légale par les Marocains sur le plan international, ce qui explique un peu cette explosion du trafic sur le plan international qui porte sur les psychotropes. Je vais encore vous donner une autre information également très importante. Vous devez savoir que le Maroc, actuellement, a réussi à faire main basse sur tout le trafic de cocaïne dans le Sahel. Le hashish, il est transféré à partir du Sahel vers le golfe de Guinée, et là se sont installés dans le golfe de Guinée le cartel international sud-américain qui ramène de la cocaïne, et nous sommes là, actuellement nous vivons un troc entre le hashish et la cocaïne. Les Marocains donnent du hashish et les cartels de la cocaïne donnent de la cocaïne, et vous devez savoir que tous ces revenus sont mirobolants. Peut-être qu'on pourrait les chiffrer. Mais justement, qu'est-ce qu'on en fait, des centaines de milliards de dollars qui rivalisent les États dans des missions régaliennes. Maintenant, ce sont ces organisations criminelles sur le plan international qui ont évolué vers des États narcotrafiquants, qui ont évolué vers des États narco-terroristes, et nous sommes maintenant dans une organisation mondiale pyramidale où vous avez pratiquement une interconnexion de tous ces cartels et de tous ces barons dans une organisation internationale qui peut menacer la sécurité, vous me tendez la perche, la sécurité et la paix du monde. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on en fait de cet argent. Il est forcément blanchi. Gamal Abina, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. Vous voulez savoir ce que vous faites de l'argent? De la drogue? Oui. Il est évidemment blanchi. Il y a tout un tas de circuits. L'immobilier, par exemple, on voit très bien qu'il y a des gens qui recyclent l'argent de l'immobilier dans les jeux, ça marche bien, ou simplement dans les bas de laine. Hein. Parfois, c'est caché, puis on rachète et on fait du trafic. Mais une chose importante à rappeler par rapport aux estimations des chiffres. En réalité, quand on parle de 5 milliards, 100 milliards, on n'a pas de chiffre exact parce que c'est le haut de l'iceberg. C'est bien les enquêteurs qui font le travail, qui réussissent à trouver une cellule parmi des centaines, mais on est très loin du compte. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a le premier État narcotrafiquant de la Terre, on le connaît. Il est connu par l'histoire, malheureusement. Il avait été dénoncé par l'empereur de Chine. C'était la reine d'Angleterre, Victoria, qui avait totalement inondé le marché chinois de drogue, ces guerres de l'opium, qui ont fait que toute la population chinoise allait toujours se droguer tous les jours, et au fur et à mesure, le pays s'est effondré, parce que les cadres allaient se droguer en sortant du travail, parce que les paysans allaient se droguer, parce que le pays s'affamait. Eh bien, cette gestion par la drogue est une gestion très bien pensée, qui permet à la fois à celui qui vend de s'enrichir et de garantir ses revenus, les revenus de son État. L'Angleterre s'est enrichie grâce à la drogue. HSBC, la fameuse banque d'Angleterre, recycler l'argent de la drogue. C'est en cela qu'on peut parler du recyclage, qu'on peut parler du fait de cette grande machine à laver que sont certains établissements bancaires, parce qu'effectivement, cette migration de sommes faramineuses donne le sentiment quasiment que ça double l'économie mondiale en économie parallèle, et qu'il est difficile de la quantifier. Où va cet argent? Dans le trafic, effectivement, c'est déjà, dans l'immobilier, je vous l'ai dit, dans la bourse, ça aussi c'est récupéré, dans les poches de certains milliardaires qui vont s'acheter des œuvres à bon compte, mais surtout, et c'est le plus important, dans le trafic d'art, dans le trafic d'êtres humains, ça aussi c'est fait,
et ça alimente des guérillas. On sait que le narcoterrorisme existe aussi. On sait aussi que beaucoup de guérillas qui sont en sécession utilisent l'argent de la drogue. On sait que ça aide beaucoup de systèmes économiques à se maintenir à flot. Je parle du nord du Maroc et des pays d'Amérique du Sud. Mais on sait réellement le risque réel de tout cela. C'est une implosion de ces pays parce qu'au bout d'un moment, comme aux États-Unis, ils font la guerre à la drogue, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des armes qui sont mises en place, des armées qui sont mises en place, et on se retrouve avec des guérillas d'extrême gauche pour l'Amérique du Sud ou d'autres pays qui vont exploser, faire florès à la suite de ces répressions. Donc le risque, il est de il y a plusieurs éléments qui risquent qui sont des risques dans cette histoire de drogue. La jeunesse qui devient zombie, des milliardaires qui s'enrichissent de plus en plus de façon illégale, des pays qui peuvent acheter des armes. Tout cela est vraiment, on peut interroger sur le système mondial, mais effectivement très inquiétant. Cet argent va-t-il aussi dans les caisses de l'État marocain, Kamal Moussari? Certainement. En plus, le plus spectaculaire, c'est qu'il y a eu des affaires au Maroc lorsqu'on a constaté qu'il y a eu des terres qui ont été spoliées. Parce qu'on investit, lorsqu'on veut blanchir, on blanchit dans l'immobilier, ça c'est sûr, mais aussi dans le commerce et aussi dans le tourisme. Il y a eu même des compagnies aériennes qui ont été créées, et sans parler des paradis fiscaux, donc là où va l'argent. Mais au Maroc, c'est encore pire. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a eu des scandales au Maroc qui ont été révélés par des journalistes, dont certains sont en prison. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que pour justement blanchir cet argent, il fallait avoir des terres et construire. Et pour avoir des terres, il fallait spolier des gens qui avaient leurs terres, notamment sur la région de Salé, les régions proches du Rabat. Toutes ces régions-là les terres ont été accaparées, volées par des décisions de justice pour permettre à ces nababs de la drogue, ces narcotrafiquants, pour blanchir leur argent et les investir et créer de faux emplois et de faux investissements et tout. Donc, bien évidemment, c'est toujours la corrélation entre les groupes armés, les groupes terroristes, c'est-à-dire même quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, il y a le trafic d'or, donc ceux qui ont l'or trafiquent dans l'or et ceux qui ont la drogue, ils trafiquent dans l'or, comme c'était le cas des FARC. Donc, il y a tous les groupes armés qui savent que les narcotrafiquants sont en dedans de l'argent et qu'ils en ont besoin pour financer leur guerre. Donc ils recourent à ces groupes armés et ces narcotrafiquants plutôt. Et c'est le cas des Marocains aujourd'hui. Quand on y a eu, rappelez-vous qu'il y a eu un scandale énorme en 1983 lorsqu'on a découvert que les mouvements basques et le Maroc ont été financés justement. Il y a eu le financement des groupes parce qu'il y a eu une tentative de connexion entre le Marzen et les mouvements basques, et qu'il y a eu des financements qui ont fait un scandale dans les années 80. Donc on est aujourd'hui certain que plus que certain que le Maroc n'est pas simplement engagé dans des opérations de déstabilisation des pays contre lesquels il a eu des ambitions stratégiques comme l'Algérie, mais y compris les groupes armés. Pourquoi? Pour affaiblir l'Espagne, il fallait utiliser la drogue. Sur la question du Sahara occidental, il fallait affaiblir le gouvernement espagnol sur deux volets. Le volet de l'immigration, c'est-à-dire laisser les gens s'immigrer, et il y avait le trafic de drogue. Donc ce sont deux armes que le Maroc utilise pour affaiblir ou pour contrecarrer, faire chantage en Maroc. C'est pour cela que l'Algérie se voit contrainte à chaque fois de réévaluer son dispositif sécuritaire et de le mettre à jour pour voir par quels moyens contrecarrer ce trafic qui provient du Maroc. On est face à un État qui ne recule devant rien. Il a recours aux groupes armés, il a recours aux trafiquants de drogue, il a recours aux trafiquants de la traite humaine qui envoient des milliers d'individus dans les mers pour arriver en Espagne. Il va au Sahel aussi parce que ces pays-là sont fragiles et vulnérables pour vendre de la drogue. Il a des connexions avec l'Amérique latine parce que non seulement comme je l'ai dit, le Maroc est devenu la plaque tournante, c'est le terme qui lui va de mieux, c'est devenir une plaque tournante. Et c'est un problème planétaire de nombreux pays. Aujourd'hui, le Maroc, qu'est-ce qu'il essaie? Il essaie de montrer qu'il lutte lui aussi contre le trafic de drogue, mais ce n'est juste c'est un écran de fumée parce que sur le plan politique, il doit essayer de faire preuve qu'il est le bon élève. Mais en réalité, derrière cette politique et cette vitrine, il y a un immense réseau
qui part du palais royal, parce que ce sont les affaires en justice qui révèlent qui est impliqué. Il y a eu au moins, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, au moins 12 affaires de connexion de hauts responsables marocains de la DST, du ministère de l'Intérieur et des forces auxiliaires qui sont impliqués dans le trafic de drogue. Nous avons cité tout à l'heure l'Escobar du Sahara et nous avons cité les membres du PAM, du parti de l'authenticité qui est proche du pouvoir marocain. Alors on voit qu'il y a ce pays-là, non seulement il est dans une logique d'expansion par rapport au Sahara occidental, mais il doit s'entretenir pour se maintenir. Il a besoin de la drogue parce que l'économie est en déperdition, qu'il est en déclin et qu'il n'a rien à apporter pour ses caisses, pour renflouer ses caisses, à part passer par des trafics de ce genre pour pouvoir se maintenir et nourrir ses ambitions belliqueuses à l'égard de l'Algérie et expansionnistes à l'égard du Sahara occidental, et surtout se maintenir l'Europe dans une constante pression pour faire chantage, notamment sur les politiques. Hassan Qassimi, on est face à un phénomène très grave, l'implication de groupes terroristes. Kamal Mensari a parlé des groupes basques, on peut citer également des groupes terroristes au Sahel, financés par le Maroc. Sans aucun doute, la monarchie marocaine est connue depuis fort longtemps pour être un État narcotrafiquant. Mais on peut ajouter un peu, encore une autre couche et dire que la monarchie, c'est aussi un État narco-terroriste. Oui. Dans la mesure où il a fait jonction au niveau du Sahel avec tous les groupes terroristes et tous les groupes, pas uniquement le Mujajo, d'autres groupes armés, terroristes, djihadistes, et qui sont là dans toute cette logistique qui sert à convoyer, transporter, assurer la logistique, le stockage de toute cette drogue, du hashish, de la cocaïne, des psychotropes, et qui traverse pratiquement des territoires d'une superficie de plus de 10 millions de kilomètres carrés. Je vais ajouter encore un autre élément très important, c'est que l'argent du hashish a investi le champ politique. Et vous devez savoir que tous ces changements extra-constitutionnels qui se sont déroulés dans le Sahel, il y a l'ombre du hashish, des cartels du hashish et de la drogue. Et là, ce sont des informations qui sont arrivées au niveau des organisations internationales spécialisées à l'exemple de l'ONUDC, que de la lutte contre le trafic de drogue et du crime. C'est des informations qui ressortent dans les rapports des experts et de ces organisations internationales que le Maroc, l'argent du hashish, a investi le champ politique et qu'il sert à organiser des coups d'État, il sert à financer des troubles, à financer des organisations séparatistes, et d'une manière générale, la subversion s'installe à une échelle très grande, grâce bien sûr à l'argent du hashish et de la cocaïne. Il y a aussi que cet argent circule à flot. Je prends le cas de la France, il circule à flot au niveau des partis de l'extrême droite. Je vais vous donner un exemple, la complicité des autorités politiques françaises sur ce sujet. Quand un président Macron vous fait une déclaration et qui vous dit que la drogue, c'est le sommet de la criminalité en France, mais il fait en sorte de ne pas critiquer le pays qui est le premier producteur de cette drogue et qui installe la criminalité à une grande échelle en France. Alors justement, sur cette question, malgré cette politique qui semble assumée par les autorités marocaines, sa responsabilité dans la production, l'exportation de drogue est occultée au sein des instances internationales. Quelles sont les raisons Gamal Abina, vous êtes toujours avec nous, on vous a récupéré par téléphone. Ah, vous êtes toujours là. Oui, aucun problème. Aucun problème. Donc les raisons pour lesquelles on occulte, d'abord le Maroc est un allié de l'Occident, donc ça rend bien service de le garder sous cap. Ensuite le Maroc est un pays très pauvre, il ne faut jamais l'oublier, c'est un pays surendetté avec 80% de PIB de dette, qui tous les ans court après de l'argent pour essayer de boucler les comptes de l'État, qui a besoin effectivement de calmer la fronde sociale qui arrive, parce qu'il y a des problèmes par rapport
post-Covid, par rapport à la sécheresse, par rapport à tout un tas de problématiques qui existent. Un pays qui a mis quand même un Premier ministre, un milliardaire, ce qui est quand même très très violent pour une population pauvre, mais surtout un pays qui, effectivement, est considéré comme un allié de la France. On l'a vu récemment. Et il se trouve qu'en France, on a toujours tendance à taper sur les petits trafiquants en disant que le problème de la France, ça vient d'être dit à l'instant par M. Macron, justement, le problème de la France, c'est la drogue, c'est le sommet de la pyramide, sans jamais dire d'où vient la drogue. C'est-à-dire que les filières qui conduisent à l'alimentation dans les quartiers de la drogue, ces filières ne sont pas démantelées. On va taper sur les petits trafiquants, on ne va jamais monter les filières. Alors que si on faisait le travail d'enquêteurs sérieux, eh bien, ça réglerait les problèmes. Mais le problème, c'est que si on fait un travail d'enquêteur, on va à la source. Si on va à la source, on voit où est le problème. Si on voit le problème, il faut les sanctions. Donc pas de sanctions, pas de source, pas de problème. Donc on ne peut pas inquiéter un pays qui est fragilisé économiquement, qui a besoin de cet argent, quoi qu'on en dise, et qui est un allié de l'Occident. Donc c'est une forme comme ça, un petit peu de contrat de dupe, où on fait croire que le Maroc n'est pas un problème par rapport à la drogue, alors que le vrai problème de la drogue dans l'Europe, c'est le Maroc. Les raisons pour lesquelles le Maroc est épargné quand on parle de trafic de drogue, Kamal Mensari? Surtout par la France, et on voit un petit peu le rapprochement qu'il y a eu à chaque fois entre les Français et les Marocains, donc en matière de coopération, en matière politique et tout, parce que le Maroc est l'arrière-garde. Mais attention, donc dans ce trafic-là, dans cette politique, de cette posture, c'est vrai qu'il y a il y a deux visages de la France. Celle qui dit qu'il y a un problème, mais sans dire d'où vient le problème. Donc le trafic de drogue, on veut épargner ce pays-là parce que c'est un pays ami avec lequel on se rapproche. L'extrême droite l'adore, l'adule, l'adoube. Elle est en train de faire de lui l'exemple de coopération, mais en réalité parce qu'il fait en sorte à ce que ce pays-là dispose et donne et accorde des privilèges à nombreux dignitaires français, des partis politiques. On voit même de BHL, par exemple, qui est un riad à Marrakech. De nombreux hommes politiques le sont, donc on ne peut pas se dresser contre un pays qui est leur arrière-garde, qui est leur deuxième France, c'est leur petite France. Et le pire aujourd'hui, c'est qu'on a constaté qu'il y a un trafic, que le Sahara occidental sert de quoi? Il sert de planque d'un côté et de lieu de fabrication et de transformation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cette obstination du Maroc à maintenir le Sahara occidental sous son occupation, parce qu'il est d'abord un territoire qui est hors contrôle. On ne laisse personne venir jeter un œil sur ce qui se passe, notamment les organisations de droits de l'homme ou n'importe quelle inspection pour voir ce qui se passe dans ce pays. Lorsqu'on voit des camions qui ont été photographiés et par des journaux marocains, où on voit des conteneurs, énormément de conteneurs qui sont déversés au Sahara occidental à une dizaine de kilomètres de la ville de Dakhla. On comprend forcément que le Sahara occidental est aussi un territoire et un terreau, est devenu aussi un lieu par lequel transitent, cachés, où sont stockées des quantités énormes de drogue en dépit du fait que le territoire aujourd'hui il est contesté par les Sahraouis, mais on est en train de faire de ce pays, de ce territoire, un endroit où la drogue se produit pour qu'il devienne à l'évidence dans des années à venir, si un jour il y a une indépendance, que le territoire doit se débarrasser déjà du phénomène de la drogue parce que la population sahraoui est elle aussi elle fait l'objet de visées par le fait pour encourager la consommation de la drogue. Alors, et là, on voit une dimension vraiment dangereuse. Lorsqu'on voit le Maroc, il attaque sur tous les fronts. Les Sahraouis, les Algériens, les Maliens, les Européens. Il a une véritable stratégie de maintenir tous ces pays-là sous pression pour qu'il les amène pour qu'il les laisse dans une situation de vigilance permanente, et ça coûte. Lorsqu'on voit que la 3e région militaire de BPI, la 3e région militaire, est constamment on est pris par le temps, Kamal Mensari. Oui, bien sûr, mais il faut revenir un dernier mot. Un dernier mot, peut-être on va relancer. Ce qu'a dit Tebboune le 15 mars dernier, il a dit il est temps que l'ONU prenne ses responsabilités s'agissant de ce pays-là dans le domaine du trafic de la drogue. Ces responsabilités doivent être prises, faute de quoi c'est la région qui risque d'être encore pour longtemps déstabilisée. Pour conclure, Hassan Qassemi, quelle approche,
comment justement combattre ce phénomène? Quelle approche faut-il justement entreprendre pour y faire face? De toute façon, les autorités politiques du pays ont fait des évaluations et nous avons entendu dernièrement notre ministre de la Justice au niveau de la Commission juridique et des libertés de l'Assemblée populaire nationale durcir les lois, présenter son projet de loi. Et dans ce projet de loi, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect préventif, mais aussi l'aspect répression. Et sur l'aspect répression, vous devez savoir que les peines seront portées à leur niveau maximal et sans aucun doute, il y a aussi possibilité de rétablir dans certaines situations la peine de mort. Vous devez savoir que c'est une exigence populaire pour la simple raison que le trafic de drogue constitue une menace de santé publique et nous avons des milliers de jeunes qui meurent des suites de cette drogue qui arrive sur le territoire national et qui contient des substances qui sont inconnues, des substances chimiques très dangereuses, cancérigènes et qui portent atteinte à la sécurité, à la force de travail de milliers de jeunes. Et c'est donc sur le plan interne, sur la base durcir de ces évaluations que les autorités publiques sont sur le point de mettre en place un nouveau dispositif législatif qui devra permettre aussi de lutter de manière plus efficace, mettre en place aussi d'autres dispositifs en matière de renforcement des moyens technologiques, parce que vous devez savoir que cette criminalité utilise aussi des moyens technologiques très forts, très importants, et qu'elle arrive toujours à contourner tous les dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics. Eh bien, merci à vous tous de nous avoir éclairés sur cette thématique. Gamal Abina qui était avec nous depuis Paris, Hassan Qassimi et notre consultant Kamal Mansari. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.